Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous. Voici les informations du jour. La capitale libanaise vit au rythme d'un défilé diplomatique dont les objectifs sont bien définis. La mise en application de l'accord de cessez-le-feu avec Israël, la formation du gouvernement, la contribution à la reconstruction et la mise en œuvre des réformes. Des Affaires étrangères, le docteur Badr Ahmed Abdelati a remis une invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au président Joseph Aoun à se rendre en Égypte en vue d'une coordination pour réactiver les relations bilatérales. Dans son message, le président Sisi a aussi affirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les institutions de l'État libanais et l'armée pour assurer son déploiement sur tout le territoire libanais et à participer au processus de reconstruction. Le ministre égyptien a pour sa part souligné l'importance cruciale de la mise en œuvre de la résolution 1701 et la nécessité d'un retrait israélien total et inconditionné du Liban Sud, ainsi que la disposition de son pays à contribuer à l'effort de reconstruction dans divers domaines tels que l'électricité et le gaz. Quant à la formation du gouvernement, le ministre égyptien a souhaité que le gouvernement libanais soit formé rapidement pour mener à bien les tâches qui lui incombent, face aux grands défis auxquels le Liban et la région sont confrontés. Ce sujet serait aussi un programme de la visite de l'émissaire saoudien Yazid Ben Farhan. Le vice-ministre des Affaires étrangères iranien pour les affaires consulaires et parlementaires Wahid Jalal Zada, pour sa part, mit l'accent sur le dossier des déplacés syriens réfugiés au Liban, souhaitant qu'ils bénéficient de meilleurs soins. Si la situation au Liban Sud est au centre des entretiens diplomatiques, c'est parce que les violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu s'intensifient. En effet, une première depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu en novembre dernier, les frappes israéliennes aériennes ont visé la frontière libano-syrienne dans le nord et dans la vallée de la Bekaa. Et elles ont provoqué des explosions accompagnées de fortes ondes de choc. Selon le ministère de la Santé publique, la frappe a causé la mort de 2 personnes et en a blessé 10 autres. Un camion a aussi été visé dans la région frontalière de Wadi Khalid. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne a annoncé que les avions israéliens ont lancé des raids nocturnes sur plusieurs cibles du Hezbollah dans la région de la Bekaa, qui représentait une menace pour le territoire israélien. Il a affirmé dans un message publié sur son compte X que parmi les objectifs visés se trouvait un site militaire abritant des infrastructures souterraines destinées au développement, à la production et au trafic d'armement. Il a également évoqué l'interception d'un drone de reconnaissance du Hezbollah lancé en direction du territoire israélien, dénonçant ainsi une violation de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. L'armée israélienne a aussi brûlé plusieurs maisons, en fait les dernières à Kfar Kila. Dans son premier discours à la nation, le président syrien par intérim Ahmed al-Shara a promis de tenir une conférence de dialogue national. Le président syrien a prononcé son discours après avoir accueilli à Damas l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani, qui a effectué la première visite d'un chef d'État en Syrie depuis la fuite de Bachar al-Assad à Moscou et l'installation de nouvelles autorités dans la capitale syrienne. Selon Ahmed Shara, un comité chargé de préparer la conférence de dialogue national pour écouter les différents points de vue sur notre programme politique à venir sera annoncé prochainement. Il a assuré que parmi ses priorités figurait le maintien de la paix civile et la préservation de l'unité territoriale sous une seule autorité. Il faudra aussi poursuivre les criminels ayant versé le sang syrien et commis massacres et crimes, qu'ils soient présents dans le pays ou à l'étranger, a-t-il dit, s'engageant à établir une véritable justice transitionnelle. Des centaines de personnes ont manifesté à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza contre l'idée du président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie.
Les médias égyptiens ont montré les images de centaines de manifestants agitant des drapeaux égyptiens et palestiniens près du poste frontière de Rafah. Le président Trump a récemment évoqué un plan visant à nettoyer la bande de Gaza où une guerre dévastatrice a eu lieu entre Israël et le Hamas et à contraindre la Jordanie et l'Égypte voisine d'accueillir les Palestiniens. Les deux États ont fermement rejeté cette idée, mais Trump a de nouveau insisté. On les a beaucoup aidés et je suis sûr qu'ils nous aideront, a-t-il dit. Or, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré « Le déplacement du peuple palestinien de sa terre est une injustice à laquelle nous ne pouvons pas participer ». 3 otages retenus à Gaza doivent être libérés samedi contre 90 détenus palestiniens dans le cadre du 4e échange de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas. Ofer Calderon, franco-israélien, Keith Siegel, israélo-américain, et l'israélien Yarden Bibas figurent sur la liste révélée par le Forum des familles d'otages, confirmant les noms publiés par la branche armée du Hamas. Amani Sarahni, porte-parole du club des prisonniers palestiniens, a déclaré pour sa part qu'Israël va libérer en échange 90 détenus, dont 9 purgent des peines à perpétuité et 81 des peines de longue durée. 15 otages et des centaines de prisonniers ont déjà retrouvé la liberté depuis le 19 janvier et l'entrée en vigueur de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël après plus de 15 mois de guerre à Gaza. Ce nouvel échange doit avoir lieu seulement 2 jours après le 3e, organisé hier. Lors de ce 3e échange, 2 Israéliennes, un octogénaire et 5 Thaïlandais sont rentrés en Israël au terme de 2 libérations distinctes organisées par le Hamas à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza et par le djihad islamique à Khan Younis dans le sud. La branche armée du Hamas a confirmé la mort de son chef Mohamed Daif. Israël avait affirmé avoir tué Daif le 13 juillet dernier dans une frappe dans le sud de la bande de Gaza. Porte-parole des brigades Azzeddin al-Qassam, a annoncé dans un communiqué le martyre du commandant Mohamed Daif parmi d'autres responsables, sans plus de précision. Début août, l'armée israélienne avait annoncé la mort de Daif dans un raid près de 3 semaines plus tôt, l'accusant d'avoir dirigé, planifié et exécuté l'attaque du 7 octobre 2023, lancée à partir de la bande de Gaza contre Israël et ayant déclenché la guerre en cours. Jusqu'à jeudi, le Hamas n'avait jamais confirmé sa mort. Daif était devenu chef des brigades Al-Qassam en 2002. Il a été l'un des hommes les plus recherchés par Israël pendant près de 3 décennies et figurait sur la liste américaine des terroristes internationaux depuis 2015. Ses ennemis le surnommaient le chat aux 9 vies en raison de ses nombreux contacts rapprochés avec la mort. Les 2 boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé à Washington, ainsi qu'un hélicoptère militaire tuant 67 personnes, ont été retrouvées jeudi soir par les enquêteurs. Des 67 personnes à bord des 2 appareils, il n'y a pas eu de survivants. L'enregistreur vocal du cockpit et l'enregistreur des données de vol de l'appareil, un petit avion de ligne rentré mercredi soir en collision avec un hélicoptère de l'armée, ont été récupérés par les enquêtes depuis les eaux glaciales du fleuve Potomac. Ces 2 boîtes noires sont désormais analysées par l'Agence américaine de sécurité de transport, NTSB, chargée de déterminer les origines de cet accident aérien sans survivants, le plus grave aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Mais Donald Trump, après avoir observé une minute de silence et de regretter une nuit sombre et atroce, a porté ce drame sur le terrain politique. J'ai donné la priorité à la sécurité. Obama et Biden et les démocrates ont mis la politique en premier, a-t-il attaqué, accusant ses prédécesseurs d'avoir affaibli les exigences en matière de sécurité aérienne. Trump a aussi promis une enquête approfondie pour établir la cause de l'accident. Aucun des 60 passagers et 4 membres d'équipe du vol American Eagle, ni les 3 militaires à bord de l'hélicoptère n'ont survécu, ont annoncé les autorités américaines. Avec un bilan de 67 morts, il s'agit de la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis qu'un avion de ligne s'est écrasé peu après son décollage à New York en novembre 2021.
Et voici maintenant la page hebdomadaire de l'agenda culturel. Les amateurs de culture pourront choisir parmi les événements qui figurent au programme de la semaine prochaine. Encore dans le registre culturel, le Liban est à l'affiche du Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. En effet, le son et l'art libanais sont à l'honneur de ce 47e Festival international du court-métrage, la plus grande manifestation mondiale du genre. Jusqu'au 8 février, plus de 500 films issus d'environ 80 pays seront projetés. Le festival célèbre le Liban et ses artistes avec notamment un programme entièrement consacré à l'œuvre de Wissam Sharaf, cinéaste primé à de multiples reprises au festival. Dans un pays agité par de tragiques événements, les artistes demeurent et se réinventent, livrant ces dernières années des films d'une ampleur et d'une portée étonnante, soulignent les organisateurs. Et sur ce, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci et à bientôt.